La nuit était enveloppée d'un silence profond, presque palpable, si lourd que même le vent hurlant à travers les forêts denses du Montana semblait solitaire. La neige tombait en flocons épais et implacables, plongeant le monde dans un blanc infini, comme si la nature cherchait à effacer toute trace de vie. Dans une petite cabane délabrée, nichée au bord d'une vallée isolée près de la ville de Kalispell, Jonas Meyer était assis devant une cheminée dont le feu ne faisait plus que rougeoyer faiblement. Les flammes vacillantes projetaient des ombres dansantes sur son visage, marqué par la fatigue et le poids des jours passés. Jonas, autrefois un fier soldat de l'armée américaine, était maintenant un père célibataire, prisonnier d'une solitude plus pesante que la neige qui recouvrait le monde à l'extérieur. Ses mains rugueuses, après des années de dur labeur, reposaient sur ses genoux, tandis qu'il fixait les braises comme si elles pouvaient lui apporter des réponses aux questions qu'il n'osait pas formuler à voix haute. Sur le canapé usé enveloppé dans une couverture de laine élimée, dormait sa fille de 6 ans, Anna. Ses petites mains serraient un lapin en peluche, déchiré, dont les coutures se défaisaient lentement, un cadeau de sa mère qu'Anna chérissait comme un trésor. Pour elle, ce lapin était une encre dans un monde que son père comprenait à peine. La cabane était froide, l'air humide de la fraîcheur qui s'infiltrait par les fissures des vieux murs en bois. Les dernières bûches dans la cheminée craquaient doucement avant de se réduire en cendres et la chaleur qu'elles avaient autrefois prodiguée s'évanouissait lentement. Le regard de Jonas était fixé sur les flammes, mais ses yeux voyaient bien au-delà vers les jours où de ses mains habiles il réparait des moteurs dans son atelier automobile à Missoula vers le rire de sa femme Clara, qui remplissait autrefois cette cabane, et vers l'homme qu'il était avant que tout ne s'effondre. Son atelier, une petite entreprise dont il était fier, avait été l'œuvre de sa vie. Il réparait des voitures et des motos, avait des clients qui le respectaient et une famille qui l'aimait. Mais un effondrement économique avait ruiné son atelier, et la maladie de Clara, un cancer qui frappa rapidement et sans pitié, lui avait pris le reste. Désormais, cette cabane était tout ce qu'il lui restait, un lieu où le silence était son seul compagnon. Dehors, la tempête de neige s'intensifiait. Le vent hurlait à travers les sapins denses, secouait les fenêtres de la cabane et faisait gémir le toit sous le poids de la neige qui s'accumulait. Jonas se leva, ses mouvements lents, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Ses bottes crissèrent sur le plancher grinçant, alors qu'il se dirigeait vers Anna, tirant la couverture plus étroitement autour de ses frêles épaules et repoussant doucement une mèche de cheveux de son visage. Elle murmura quelque chose dans son sommeil, un chuchotement doux et incompréhensible, et pendant un instant, un faible sourire passa sur le visage de Jonas, un rare moment de chaleur dans son cœur. Il s'approcha de la fenêtre, essuya la buée sur la vitre froide et scruta l'extérieur pour voir si le monde au-delà de la tempête existait encore. La neige tombait si densément que les silhouettes des arbres étaient à peine visibles, un blanc infini qui engloutissait tout. Mais soudain, quelque chose perça le mur de neige, une lumière, puis une autre, et encore une autre, jusqu'à ce que la route sinueuse menant à la vallée s'illumine comme une chaîne d'étoiles. Le grondement profond et vibrant qui suivit n'était pas celui du tonnerre. C'était le rugissement reconnaissable des moteurs, un bruit que Jonas identifia immédiatement celui des motos. Il fronça les sourcils, mêlant confusion et une étrange inquiétude. Qui pourrait être dehors par ce temps dans cette région isolée? Sa main attrapa la vieille veste en cuir suspendue à une chaise, sentant l'huile de moteur et le cuir usé, et il l'enfila. Prenant une profonde inspiration, il sortit dans le froid.
Ses bottes s'enfoncèrent en craquant dans la neige qui lui arrivait aux chevilles. Le vent mordait sa peau, lui fouettant des flocons au visage, mais il plissa les yeux et fixa la direction des lumières. À travers le blizzard, une formation de 20 motos émergea leurs phares, perçant la tempête comme des étincelles ardentes dans la nuit glaciale. À leur tête chevauchait une femme grande, avec une posture qui exudait force et détermination. Son casque brillait sous la lumière des phares, et lorsqu'elle l'enleva, elle révéla un visage marqué par l'expérience et une volonté inébranlable. Ses cheveux sombres et striés de neige tombèrent en mèches épaisses sur ses épaules, et ses yeux perçants et pénétrants semblaient raconter des histoires de courage et de douleur. Cette femme, Lena Berg, était la directrice générale de l'une des plus grandes entreprises d'accessoires pour motos du pays et la chef des louves de la route, un groupe de femmes qui vivaient pour leur liberté et leur engagement envers les autres. Elles étaient des vétéranes, des survivantes, des rêveuses, des femmes qui conquéraient les routes pour apporter du changement, accumulant non seulement des kilomètres sur leurs machines, mais aussi des histoires d'espoir et de résistance. Leurs vestes en cuir étaient couvertes de neige, leurs visages rougis par le froid mordant. Lena descendit de sa moto ses lourdes bottes, crissant dans la neige, et elle prit une profonde inspiration avant de parler. Sa voix était douce mais ferme, comme celle de quelqu'un qui avait appris à rester calme en toute situation. « Nous avons besoin d'un abri, s'il vous plaît, dit-elle, regardant Jonas droit dans les yeux. Ses mots étaient simples, mais ils portaient une urgence qu'il ne pouvait ignorer. Derrière elle se tenaient ligne toutes les autres femmes, leurs silhouettes dans le blizzard, semblant celles de gardiennes d'une autre époque, leurs motos fumant de la chaleur des moteurs. Jonas balaya le groupe du regard 20 femmes frissonnant dans le froid, leurs visages déterminés, mais épuisés. Il pensa à son feu qui ne donnait presque plus de chaleur aux maigres provisions dans le garde-manger, à peine suffisantes pour lui et Anna, et à la cabane dont le toit gémissait sous la neige. La raison lui disait de les renvoyer. Comment pourrait-il accueillir tant de personnes, alors qu'il avait à peine de quoi survivre? Mais quelque chose en lui, peut-être, le soldat qui avait autrefois juré de ne jamais abandonner personne, ou le père qui savait ce que c'était que d'être perdu, refusa de les repousser. Il s'écarta, ouvrit grand la porte et dit doucement, presque dans un murmure, « Entrez ». Sa voix était rauque, comme s'il craignait de briser le fragile silence de la nuit. En quelques minutes, la petite cabane se transforma en un lieu vibrant de vie. Les femmes accrochèrent leurs vestes en cuir trempé près de la cheminée leurs voix et leurs rires, remplissant l'espace si longtemps dominé par le silence. L'odeur du café chaud qu'elles versaient de leurs thermos et de la viande séchée tirée de leurs provisions de voyage se mêlait à celle du bois brûlant. L'une des femmes, une vétérane robuste, au sourire chaleureux et aux mains marquées de cicatrices, s'agenouilla près d'Anna, qui s'était réveillée, et regardait les étrangères avec de grands yeux curieux. « Salut, petite louve », dit-elle doucement, lui tendant une tasse de chocolat chaud qu'elle avait versée d'un thermos. Anna prit la tasse avec précaution, ses yeux brillants, et pour la première fois depuis des mois, son rire clair et lumineux résonna un son qui allégea le cœur de Jonas pendant un instant. La femme qui se présenta comme Maria raconta à Anna ses voyages, les vastes routes qu'elle avait parcourues sur sa moto et les gens qu'elle avait rencontrés. Anna écoutait captivée ses petites mains serrées autour de la tasse chaude. Lena observait Jonas qui se tenait silencieux dans un coin, les bras croisés, les yeux vigilants, comme s'il ne faisait pas entièrement confiance à la chaleur de cet instant. Elle remarqua sa posture, sa façon de bouger, contrôlée, disciplinée, comme quelqu'un qui avait appris à rester calme sous pression.
Tu étais soldat, n'est-ce pas? Demanda-t-elle doucement, tout en se versant une tasse de café et en se tenant à ses côtés. Jonas hésita, puis hocha la tête. Armée. 2 déploiements. Afghanistan, répondit-il, sa voix râpeuse comme du papier de verre. Léna esquissa un sourire empreint de compréhension et de respect. Alors tu sais ce que c'est que d'être là pour les autres, même quand on n'a presque rien. Ces mots étaient dipes comme une brise légère, mais ils touchèrent Jonas, profondément éveillant quelque chose qu'il avait longtemps enfoui en lui. Les femmes commencèrent à raconter des histoires, des routes qu'elles avaient parcourues, des gens qu'elles avaient aidés, des défis qu'elles avaient surmontés. L'une d'elles parla d'une jeune femme qu'elles avaient été sauvées d'une situation dangereuse dans une petite ville de l'Idaho, une autre d'un village dans le Wyoming, où elles avaient construit un atelier pour offrir aux jeunes un nouveau départ. Jonas écoutait sans dire grand-chose, mais leurs paroles pénétraient en lui, lentement comme de l'eau, s'infiltrant dans la pierre. Il avait oublié ce que cela faisait d'appartenir à une communauté, de faire partie de quelque chose de plus grand. Une des femmes, une mécanicienne aux bras tatoués et au sourire espiègle, remarqua les vieux outils entassés dans un coin de la cabane, à moitié couverts de poussière, vestige d'une autre époque. « Tu es mécanicien » demanda-t-elle, prenant une clé rouillée et l'examinant avec curiosité. Jonas hésita avant de hocher la tête. « Je l'étais. Avant. J'avais un atelier à Missoula avant que tout s'effondre. Je ne pouvais plus payer les factures, et puis... » Il s'interrompit, son regard revenant vers la cheminée, comme s'il voulait brûler ses souvenirs dans les braises. La nuit passa, et la tempête dehors continuait de faire rage, secouant les murs et faisant trembler les fenêtres. Mais, à l'intérieur de la cabane, il faisait chaud, pas seulement grâce au feu que les femmes avaient ravivé avec des bûches apportées, mais grâce à l'humanité partagée. Une des femmes, une ancienne ingénieure à l'air calme et réfléchi, remarqua une fuite dans le toit et organisa un groupe pour la réparer avec une bâche tirée de leurs bagages. Elles travaillaient maintenant rapidement et efficacement, leurs mouvements coordonnés, comme si elles avaient déjà surmonté 100 nuits comme celle-ci ensemble. Une autre, observant Anna avec de grands yeux, lui montra comment faire des nœuds simples. Et bientôt, la petite riait absorbée par une corde tandis que la femme lui racontait des histoires de ses voyages des montagnes qu'elles avaient traversées, des levées de soleil qu'elles avaient vus sur leur moto et des gens qu'elles avaient rencontrés en chemin. Jonas restait en marge incertain de ce qu'il devait ressentir. La solitude qui l'avait si longtemps accompagné commençait à s'effriter, mais il n'osait pas encore faire confiance à l'espoir qui naissait en lui. Il jeta un coup d'œil à Anna qui riait et discutait avec les femmes comme si elles étaient de vieilles amies, et pendant un instant, il ressentit quelque chose qu'il avait presque oublié de la fierté. Alors que l'aube pointait la tempête n'était pas encore terminée. Mais les femmes avaient transformé la cabane en un lieu vivant rempli de voix de rire et de la promesse que la vie pouvait continuer même dans la nuit la plus froide. Léna s'approcha de Jonas, qui se tenait à la fenêtre regardant la tempête. « Tu nous as aidés cette nuit alors que tu avais à peine de quoi à toi-même, dit-elle, sa voix calme mais ferme. Ça en dit long sur toi. » Jonas resta silencieux, les yeux fixés sur la neige, mais ces mots restèrent en lui comme une étincelle attendant d'allumer un feu. Il ne savait pas que cette étincelle allait bientôt changer plus qu'une simple nuit, qu'elle marquerait le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qui transformerait sa vie et celle de nombreux autres pour toujours. La tempête de neige s'était calmée, et un matin, clair et froid se levait sur les forêts du Montana. Les sapins denses scintillaient dans la faible lumière du soleil qui luttait pour percer les nuages, et la neige recouvrait la vallée comme une couverture
enveloppant la petite cabane de Jonas Meyer. La nuit précédente, la cabane avait été un refuge pour les louves de la route, et maintenant, alors que les femmes rassemblaient leurs affaires, l'air était empli d'une activité calme. Elles nettoyaient les tasses et les assiettes qu'elles avaient utilisées, balayaient le sol et s'assuraient que la cabane était aussi propre qu'à leur arrivée. Jonas se tenait au bord de la pièce, les bras croisés, observant la scène avec un mélange d'étonnement et d'incertitude. Sa fille de 6 ans, Anna, était assise sur le canapé, serrant son lapin en peluche déchiré, et discutait avec Maria la vétérane, qui lui avait donné du chocolat chaud pendant la nuit. Le rire d'Anna, si rare ces derniers mois, résonnait dans la cabane comme un rayon de soleil perçant les murs froids en bois. Lena Berg, la chef des louves, revint de l'extérieur où elle avait vérifié les motos intactes malgré la tempête. Ses lourdes bottes laissaient des traces humides sur le sol. Elle ôta son écharpe et lança un regard à Jonas, son visage empreint de détermination et d'une chaleur qu'il remarqua. « Merci encore, » dit-elle, sa voix calme mais sincère. « Tu nous as sauvés hier soir, Jonas. » Il haussa les épaules, les yeux baissés, comme pour repousser l'importance de ses mots. « Je n'avais pas grand-chose à vous offrir, » murmura-t-il, la voix rauque. Lena esquissa un sourire, ses yeux pétillants. « Parfois, un cœur ouvert vaut plus que tout le reste. Tu nous as donné un endroit où nous étions en sécurité. Ce n'est pas rien. » Les femmes prirent congé une à une, leurs vestes en cuir enfilées, leurs casques à la main. Maria s'agenouilla une dernière fois près d'Anna et lui fit un clin d'œil. « Prends soin de ton lapin, petite louve, et si un jour tu veux monter sur une moto, fais-moi signe. Je te montrerai comment voir le monde sur 2 roues. » Anna sourit largement, ses yeux brillants d'excitation, et hocha la tête avec enthousiasme. Jonas observa la scène et une partie de lui, longtemps silencieuse, se sentit soudain vivante. Les femmes sortirent des quais dans l'air froid et clair du matin, leurs pas crissant dans la neige, et bientôt, le grondement profond des moteurs remplit la vallée, alors que les louves s'éloignaient en formation ordonnée sur la route sinueuse. Jonas resta dans l'embrasure de la porte Anna à ses côtés, sa petite main dans la sienne, et les regarda jusqu'à ce que les lumières de leur moto disparaissent dans la neige scintillante. Le bruit des moteurs résonna longtemps dans ses oreilles, comme un écho de l'espoir qu'elles avaient laissé derrière elles. Le silence revint dans la cabane, mais il était différent. Il n'était plus oppressant, mais portait une trace de chaleur, un écho de la nuit qui avait tout changé. Jonas retourna à l'intérieur, son regard tombant sur le coin où reposaient ses vieux outils rouillés, poussiéreux, vestiges d'une époque où il avait encore des rêves. Il pensa aux paroles de la mécanicienne qui avait remarqué ses outils et au regard de Lena lorsqu'elle parlait de sa vie d'avant comme mécanicien. Quelque chose en lui s'éveilla, une étincelle, allumée dans la nuit, mais il repoussa cette pensée. L'espoir était dangereux, il l'avait appris, et il ne voulait pas être blessé à nouveau. Il s'agenouilla près d'Anna, qui parlait encore des femmes avec enthousiasme, et lui caressa la tête. « L'heure du petit déjeuner, ma chérie, dit-il, et elle hocha la tête, toujours souriante. Les jours suivants s'écoulèrent dans la routine habituelle. Jonas s'occupait d'Anna, coupait du bois, réparait les petits dégâts causés par la tempête à la cabane et essayait de chasser les souvenirs des louves. Mais Anna parlait constamment d'elle, de Maria, qui lui avait appris à faire des nœuds, de la femme qui avait raconté un voyage dans les Rocheuses, et de Lena, qui semblait si forte et confiante. « Papa, tu penses qu'elles reviendront ?» demanda-t-elle un soir, alors qu'ils étaient assis à table, mangeant une soupe légère faite des dernières provisions. Il hésita, puis sourit faiblement.
Peut-être Anna. Peut-être. En vérité, il n'y croyait pas. Les louves étaient comme un rêve, un bref moment de chaleur dans un monde froid, et il s'attendait à ce que le silence engloutisse tout à nouveau. Mais une semaine plus tard, alors que la neige recommençait à tomber et que le crépuscule baignait la vallée dans une douce lumière grise, un bruit familier brisa le silence, le grondement profond et vibrant des moteurs. Jonas, qui empilait du bois, s'arrêta et se retourna. Son cœur battit plus vite lorsqu'il vit les lumières et remonter la route sinueuse. Cette fois, ce n'était pas seulement les motos. Derrière la formation de 20 machines suivaient 3 gros camions portant sur leurs flancs le logo de la Wolfinen Motor Company, un emblème de loup stylisé scintillant sous la lumière des phares. Jonas essuya ses mains sur son pantalon et se dirigea vers la route, Anna courant à ses côtés, les yeux écarquillés d'excitation. « Elles sont revenues, papa !» s'écria-t-elle, et Jonas ne put s'empêcher de sourire. Lena descendit de sa moto, son visage sérieux mais éclairé d'un sourire mêlant chaleur et détermination. « Jonas, dit-elle, il faut qu'on parle. » Perplexe, il la conduisit dans la cabane, tandis que les autres femmes restaient dehors et commençaient à décharger des caisses des camions. Lena s'assit à la petite table usée, sortit une enveloppe de sa veste en cuir et la tendit à Jonas. « Ouvre-la », dit-elle, sa voix calme mais ferme. Les mains de Jonas tremblaient légèrement lorsqu'il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des documents, des contrats, des plans de camp de construction, une note manuscrite de la main claire de Lena. « Tu nous as aidés alors que tu avais presque rien, dit-elle, tandis qu'il parcourait les papiers. Maintenant, c'est à notre tour. » Les documents contenaient une proposition de partenariat. Les louves voulaient reconstruire l'ancien atelier de Jonas, qui n'était plus qu'un tas de ruines à quelques mètres de la cabane. Elles avaient apporté des outils, des matériaux et des volontaires pour donner vie à Anna's Garage, un atelier qui non seulement réparerait des voitures, mais offrirait aussi des emplois à ceux qui, comme Jonas, avaient tout perdu. Jonas fixa les documents, incapable de comprendre les mots. Son regard passa de Lena au papier, puis revint à elle. « Pourquoi ?» demanda-t-il finalement, la voix rauque, presque brisée. Lena se pencha en arrière, ses yeux brillants d'une conviction mêlée de compassion. « Parce que tu nous as rappelé quelque chose, dit-elle, que la bonté compte, qu'un homme qui a tout perdu peut encore donner quelque chose, et nous pensons que tu es plus que cette cabane Jonas. Tu es mécanicien, père soldat. Il est temps que tu recommences. » Ces mots le frappèrent comme un éclair brisant les murs qu'il avait érigés autour de lui, et pendant un instant il ne put parler. Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Les femmes accompagnées de quelques volontaires de la région de Kalispell que Lena avait organisée commencèrent à dégager les débris de l'ancien atelier. Les pièces de voitures rouillées furent emportées, la neige fut pelletée de l'allée, et de nouveaux outils furent déballés. Anna courait entre les travailleurs, ses yeux brillants d'excitation, alors qu'elle voyait l'atelier prendre forme. Maria, la vétérane, montra à Jonas une caisse contenant de nouveaux outils, clés perceuses, ponts, élévateurs, tout ce dont il avait besoin pour travailler. À nouveau. « Tu vas en avoir besoin, dit-elle avec un sourire. Et ne t'inquiète pas, on t'apprendra à utiliser les nouvelles machines. La technologie a un peu changé depuis que tu as arrêté de bricoler. » Jonas était submergé. Il sortit vers l'atelier qui n'était plus un tas de ferraille, mais le début de quelque chose de nouveau. Les femmes travaillaient avec une précision qui lui rappelait son temps dans l'armée. Chaque geste était précis, chaque mouvement coordonné. L'une d'elles, une jeune femme nommée Clara,
un nom qui lui donna un pincement au cœur, car il lui rappelait sa défunte femme, lui raconta comment elle avait perdu son emploi après un grave accident et avait trouvé une nouvelle chance grâce au Louvre. « Nous sommes ici parce que nous savons ce que c'est d'être au fond du gouffre, dit-elle, en sciant une planche pour le nouveau toit de l'atelier. Et parce que Léna croit que tu peux accomplir de grandes choses. » Au soir, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, baignant la vallée, d'une lumière dorée, l'atelier était debout, pas encore terminé, mais suffisamment avancé pour nourrir l'espoir. Une pancarte fut accrochée au-dessus de l'entrée, peinte à la main par une des femmes dont les mains étaient encore tachées de peinture, Anna's Garage. Anna se tenait devant sa petite main dans celle grande de Jonas et rayonnait. « C'est pour moi, papa, demanda-t-elle, la voix pleine d'émerveillement. Jonas hocha la tête, incapable de retenir les larmes qui lui brûlaient les yeux. « Oui, ma chérie, pour toi. » Il la serra dans ses bras et pendant un instant, le monde était en ordre. Les Louvres restèrent quelques jours de plus, aidant aux dernières tâches et enseignant à Jonas les bases de leur plan d'affaires. Léna lui expliqua que l'atelier ne serait pas seulement un lieu de réparation, mais aussi un refuge pour ceux dans le besoin, vétérans, parents, célibataires, personnes ayant besoin d'une seconde chance. « Tu ne seras pas seul, dit-elle, en lui montrant un plan pour l'atelier qui incluait une petite salle de formation pour les apprenants en mécanique. Nous sommes partenaires, et les Louvres ne sont jamais qu'à un appel de distance. » Elle lui tendit une carte de visite avec son numéro et le logo des Louvres, un loup hurlant à la lune. Lorsqu'elles se partirent enfin, la cabane redevint silencieuse, mais ce silence était différent. Il était rempli de possibilités de vie. Jonas se tenait dans l'atelier, ses mains sur une nouvelle clé, et ressentait quelque chose qu'il croyait avoir perdu depuis longtemps un but. Il pensa à la nuit où les Louvres étaient arrivés et à la manière dont une simple décision d'ouvrir une porte avait tout changé. Anna entra son lapin en peluche, toujours dans ses bras, et demanda « Papa, tu vas réparer des voitures. » Maintenant, Jonas sourit cette fois sans hésiter. « Oui, Anna. » Et pas seulement ça. L'atelier commença à attirer des clients, d'abord quelques-uns des voisins de la vallée qui avaient entendu l'histoire. Mais la nouvelle se répandit, et bientôt, des gens vinrent de plus loin, apportant leurs voitures et leurs histoires. Jonas embaucha un vétéran qui, comme lui, avait tout perdu, puis une jeune mère qui avait besoin d'un emploi pour nourrir ses enfants. Anna's Garage devint plus qu'un atelier. C'était un lieu où les gens se réunissaient, apprenaient, travaillaient et se soutenaient mutuellement. Jonas travaillait jusqu'à tard dans la nuit. Ses mains, à nouveau sales, d'huile, mais son cœur était léger. Il pensait à Léna et au Louvre, à leurs histoires d'espoir et de résistance, et savait que ce n'était que le début. L'atelier n'était pas seulement un cadeau pour lui, mais pour tous ceux qui avaient besoin d'un endroit pour recommencer. Et dans les moments de silence, lorsqu'il était seul, il entendait encore le rugissement des moteurs, lui rappelant la nuit où les Louvres étaient venus à travers la neige et avaient changé sa vie pour toujours. Les années passèrent, et la vallée du Montana autrefois, un lieu silencieux et presque oublié, vibrait désormais de vie. La petite cabane où Jonas Meyer et sa fille Anna avaient autrefois trouvé refuge était toujours là, mais elle n'était plus l'abri solitaire d'antan. À côté s'élevait Anna's Garage, un bâtiment qui était bien plus qu'un atelier. Ce qui n'était autrefois qu'un tas de ruines rouillées brillait maintenant de murs fraîchement peints, d'un toit solide, et de grandes fenêtres captant la lumière du soleil matinal. La cour était pavée, l'allée autrefois couverte de neige et de boue était maintenant propre et accueillante.
La pancarte au-dessus de l'entrée peinte à la main par une des louves était devenue un symbole d'espoir non seulement pour Jonas et Anna, mais pour toute la communauté de la vallée et au-delà. Les voitures étaient alignées en rangées ordonnées, attendant des réparations, et les gens allaient et venaient, certains pour faire réparer leurs véhicules, d'autres pour apprendre, travailler ou simplement trouver un endroit où ils se sentaient appartenir. L'odeur d'huile de moteur de métal et de café fraîchement moulu emplissait l'air et le bourdonnement des voix, des rires et des outils était devenu un compagnon constant. Jonas se tenait dans l'atelier, ses mains sales d'huile, travaillant sous le capot d'un vieux pick-up. Son visage, autrefois marqué par le chagrin et la perte, affichait maintenant une détermination tranquille, celle d'un homme qui avait retrouvé sa place dans le monde. À ses côtés travaillait Tom, un vétéran qu'il avait embauché un an plus tôt. Tom, comme Jonas, autrefois, avait touché le fond vivant dans la rue jusqu'à ce qu'il trouve une chance à Anna's Garage. Maintenant, il tournait une clé avec la même précision que Jonas connaissait de son temps dans l'armée et ses yeux brillaient de fierté à chaque réparation terminée. Dans un coin de l'atelier, Sarah, une mère célibataire embauchée par Jonas quelques mois plus tôt, montrait à un jeune apprenti comment nettoyer un carburateur. Ses gestes étaient assurés, sa voix patiente, tandis qu'elle expliquait l'importance des détails. Dehors, ses enfants jouaient, leur voix se mêlant au bourdonnement des moteurs et au rire des gens qui avaient fait de l'atelier un lieu de rencontre. Anna's Garage n'était plus un lieu de solitude. C'était un lieu de vie, de communauté et de seconde chance. Anna, désormais une jeune fille de 14 ans, n'était plus la petite fille qui s'accrochait à son lapin en peluche. Elle était assise à une table dans la salle de formation de l'atelier, une salle équipée de tables de chaises et d'outils par les louves lors de leur dernière visite. Anna feuilletait un manuel de mécanique ses doigts, suivant les lignes, tandis qu'elle prenait des notes. Elle avait hérité de l'amour de son père pour les moteurs et rêvait de diriger un jour son propre atelier. Mais plus encore, elle aimait les histoires que les gens apportaient à l'atelier, des histoires de perte d'espoir, de nouveaux départs. Elle avait appris à écouter comme son père et elle savait que Anna's Garage était plus qu'un lieu de réparation. C'était un refuge, un endroit où les gens s'aidaient mutuellement à se relever. Parfois le soir, elle s'asseyait avec Jonas et lui parlait de son temps dans l'armée, des défis qu'il avait surmontés et de la nuit où les louves étaient arrivées à travers la neige. Elles m'ont montré qu'on n'est jamais seul, dit-il un jour, tant qu'on est prêt à ouvrir une porte. Ce jour-là, quelque chose de spécial était prévu. Les louves de la route avaient organisé un grand événement caritatif organisé par leur fondation, la Fondation des Louves. La fondation soutenait les personnes dans le besoin, vétérans, parents, célibataires, personnes vivant en marge de la société. L'événement avait lieu dans un grand centre communautaire à Kalispell, à quelques kilomètres de l'atelier. La salle était remplie de monde, des habitants, des bénévoles, d'anciens clients d'Anna's Garage et beaucoup d'autres qui avaient entendu l'histoire de la petite cabane devenue le début de quelque chose de grand dans une nuit d'orage. Les louves étaient là, leurs motos, alignées en une rangée brillante, devant le bâtiment, leurs vestes en cuir scintillant sous la lumière des réverbères. Lena Berg monta sur scène, sa voix claire et puissante, alors qu'elle accueillait la foule. Elle parla de la mission des louves des routes qu'elles avaient parcourues et des gens qu'elles avaient aidés. Mais elle souligna que la véritable histoire de ce soir n'était pas la leur, mais celle d'un homme qui, dans son heure la plus sombre, avait ouvert une porte. Jonas se tenait derrière la scène, ses mains nerveusement enfoncées dans les poches de sa vieille veste de travail. Il n'était pas homme de grands discours, et l'idée de parler devant des centaines de personnes le rendait anxieux. Mais Lena avait insisté.
Ton histoire est importante, avait-elle dit. Les gens doivent entendre ce qui est possible quand quelqu'un ose un petit acte de bonté. Anna se tenait à ses côtés, ses yeux brillants de fierté, et elle serra sa main. « Tu vas y arriver. » Papa, murmura-t-elle, sa voix pleine de confiance. Jonas hocha la tête, prit une profonde inspiration et monta sur scène lorsque Lena le présenta. La lumière l'aveugla et la foule se tut lorsqu'il s'approcha du micro. Il regarda les visages devant lui des gens qu'il connaissait, des gens qu'il avait aidés, et des étrangers venus entendre son histoire. Sa voix trembla au début, mais elle devint plus ferme à mesure qu'il parlait. Il y a quelques années, commença-t-il, je pensais que le monde m'avait oublié. J'avais tout perdu, mon entreprise, ma femme, ma foi en moi-même. Tout ce qui me restait, c'était une vieille cabane et ma fille, Anna. Il fit une pause regardant Anna, qui lui souriait depuis le côté de la scène, et une chaleur l'envahit. Puis, par une nuit froide, les louves de la route sont arrivées. Elles ont demandé un abri, et je n'avais presque rien à offrir, un feu qui s'éteignait, quelques boîtes bébés de soupe, une cabane qui tenait à peine debout. Mais j'ai ouvert la porte, et cette seule décision a tout changé. Il raconta comment les louves lui avaient non seulement offert une nuit de chaleur et de communauté, mais avaient aussi reconstruit l'atelier. Il parla des gens qui avaient trouvé une nouvelle chance à Anna's Garage. Tom, le vétéran qui tenait maintenant fièrement sa propre clé. Sarah, qui élevait seule ses enfants et enseignait maintenant aux autres. Et tant d'autres qui avaient trouvé de l'espoir à travers l'atelier. Je pensais que j'étais seul, dit Jonas, sa voix presque brisée par l'émotion. Mais je ne l'étais pas. Le monde m'a envoyé des anges sur des motos et elles m'en ont rappelé que nous pouvons tous donner quelque chose, peu importe ce que nous avons. Il fit une pause, ses yeux brillants, et la foule resta silencieuse, captivée par ses mots. Anna's Garage est plus qu'un atelier. C'est un endroit où les gens se réunissent et s'aident mutuellement et montrent que personne n'est seul tant qu'il y a de la bonté. La foule éclata en applaudissements. Beaucoup se levèrent de leurs visages pleins d'émotion. Lena s'approcha de Jonas, posa une main sur son épaule et sourit. Ses yeux brillaient, non pas de fierté, mais de la profonde conviction que c'était là le cœur de leur mission. C'est pourquoi nous avons créé la Fondation des Louves, dit-elle, sa voix claire et puissante. Parce qu'un petit acte de bonté, une porte ouverte, un café partagé, un moment d'écoute, peut déclencher une chaîne de changement. Jonas nous l'a montré, et Anna's Garage le montre chaque jour. Elle se tourna vers la foule. Chacun de vous a le pouvoir d'ouvrir une porte, d'aider quelqu'un d'écrire une histoire comme celle-ci. Il ne faut pas grand-chose, juste le courage de dire oui. Après l'événement, les gens affluèrent vers Jonas, lui serrant la main, le remerciant, partageant leurs propres histoires de perte et d'espoir. Anna se tenait à ses côtés, ses yeux brillants, alors qu'elle voyait son père, autrefois si silencieux et brisé, devenir un symbole d'espoir pour les autres. Plus tard, alors que la foule se dispersait, Lena s'approcha d'eux. « Tu as fait quelque chose de grand ce soir, dit-elle à Jonas. Tu as inspiré les gens. » Jonas secoua la tête, un sourire timide sur les lèvres. « Vous avez rendu tout cela possible, dit-il. » Lena rit doucement. « Peut-être. Mais c'est toi qui as ouvert la porte. Sans toi, rien de tout cela ne serait arrivé. » Dans les semaines qui suivirent l'événement, Anna's Garage continua de grandir. L'atelier attirait plus de clients et Jonas agrandit la salle de formation pour offrir à plus de gens la possibilité d'apprendre la mécanique. Il embaucha d'autres employés, un jeune homme issu d'une famille difficile qui trouva une nouvelle direction dans l'atelier. Une femme qui avait besoin d'un nouveau départ après des années de chômage. Et même un mécanicien à la retraite qui voulait partager son expérience pour former
la prochaine génération. Les louves revenaient régulièrement apportant de nouvelles idées, de nouveaux outils et parfois simplement leurs histoires qui remplissaient l'atelier de vie. Anna commença à effectuer de petites réparations elle-même et Jonas la voyait souvent avec une clé à la main, sa langue concentrée entre ses lèvres comme il le faisait autrefois. Elle n'avait pas seulement hérité de son amour pour les moteurs, mais aussi de sa foi en la puissance de la communauté. La leçon tirée de cette histoire était profonde et pourtant simple, un seul acte de bonté peut changer la vie de nombreux autres. Jonas n'avait pas grand-chose cette nuit d'orage, un feu mourant, une cabane délabrée, un cœur plein de douleur. Mais il avait ouvert sa porte, et cet acte simple avait déclenché une chaîne d'événements qui transforma non seulement sa vie, mais celle d'innombrables autres. L'histoire d'Anna's Garage était un rappel que la compassion et la solidarité sont les outils les plus puissants pour changer le monde. Elle enseignait que chacun, peu importe à quel point il est brisé ou perdu, a le pouvoir de faire une différence, que ce soit par une porte ouverte, un sourire partagé ou une main tendue. Pour les auditeurs, le message était clair. La bonté n'est pas seulement un cadeau pour les autres, mais aussi pour soi-même. Elle encourage à regarder vers l'avenir dans les moments sombres, à ouvrir des portes et à aider les autres même quand on a peu. L'histoire montrait aussi que la communauté n'est pas seulement un lieu, mais une décision. Jonas avait décidé de laisser rentrer les louves et elles avaient décidé de l'aider. Ce soutien mutuel avait fait d'Anna's Garage un endroit où les gens ne réparaient pas seulement des voitures, mais aussi leur vie. La leçon était universelle. Chacun peut être une étincelle qui allume un feu de changement. Il ne faut ni grands gestes, ni richesse, ni pouvoir, juste la volonté de donner, de partager et de croire que de petites actions peuvent accomplir de grandes choses. Alors que la nuit tombait sur la vallée, Jonas se tenait devant l'atelier Anna à ses côtés. La neige recommençait à tomber, mais cette fois, elle n'apportait pas de solitude. Au contraire, elle rappelait à Jonas cette nuit où les louves étaient venues à travers la neige, la chaleur qu'elles avaient apportée et la leçon qu'elle lui avait enseignée qu'une porte ouverte peut être le début de quelque chose de grand. Il passa un bras autour d'Anna et elle lui sourit. « On a réussi, papa, dit-elle, sa voix pleine de fierté. Jonas hocha la tête, les yeux fixés sur la neige qui tombait. « Oui, ma chérie. » Et on continue. L'histoire de Jonas et d'Anna's Garage ne s'arrête pas là. Elle vit à travers les gens qui passent par l'atelier, dans les histoires qu'ils partagent et dans les actes de bonté qu'elle inspire. Pour tous ceux qui entendent cette histoire, l'invitation est claire. Ouvrez votre porte. Partagez ce que vous avez et croyez qu'un petit acte d'humanité peut changer le monde. Car parfois, il suffit d'une tempête, d'une étincelle et d'un oui pour rendre tout possible.